Bonjour, ceci est un déchet hautement toxique dont on ne savait pas quoi faire. Ne pas toucher. Si vous lisez ces lignes, c'est que les 5 secondes nécessaires pour que la radiation vous tue sont déjà passées. Vous êtes probablement déjà mort. Bisous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des matières les plus dangereuses au monde, les déchets nucléaires. Quelques minutes sans protection à proximité des déchets les plus radioactifs est tout simplement mortel. Et ils peuvent rester dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Alors, que faire de ces déchets? Existe-t-il des solutions? Sont-elles sûres? Est-ce que finalement on ferait pas mieux de les envoyer dans l'espace? Écoute, ça tombe bien parce que l'AFIS vient d'être invité par l'ANDRA pour aller visiter un centre de stockage de déchets nucléaires et le laboratoire de Bure en plus. Ça te dirait pas de venir avec nous? Moi, avec un immense plaisir. Moi, si je pouvais y aller dès maintenant, je le ferais. Mais carrément. Je vais y aller dès maintenant. Allons-y. Allons. Hé, venez avec nous. Nous produisons tous des déchets. En France, en moyenne, il est produit environ 5 tonnes de déchets par an et par habitant. Non seulement 10% proviennent de nos ordures ménagères et 90% sont générés par les industriels qui produisent nos biens de consommation. Et parmi ces déchets, plus d'une centaine de kilogrammes sont considérés dangereux. Et dans cette catégorie, on retrouve les déchets nucléaires, qui représentent moins de 2 kilos par an et par habitant. Tu peux me garder ça, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois pas que je suis en train de travailler? Merci mon amour, tu me rends un grand service. Allez, à la prochaine. Toxique, cancérigène, pollue l'environnement, tenir éloigné des cours d'eau, ne pas jeter dans la poubelle, ne pas brûler, ne pas ingérer, éviter les contacts avec les yeux, ne pas mouiller, ne pas utiliser après minuit, peut entraîner une mort lente et douloureuse, peut faire tousser. Eh ben tu vas aller là toi, hop. Mais ces déchets nucléaires sont très divers. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, une agence de l'État chargée justement d'assurer la gestion et la sécurité de ces déchets, les regroupe en différentes catégories. Ces déchets sont classés en fonction de leur activité, c'est-à-dire le point auquel ils sont radioactifs, ce qui se mesure en becquerel par gramme. Un becquerel, cela représente une désintégration radioactive par seconde. Par exemple, les déchets de faible activité dits FA ont une activité comprise entre quelques centaines et 1 million de becquerels par gramme. Là où les déchets de haute activité dits HA ont une activité de plusieurs milliards de becquerels par gramme. Mais ces catégories de déchets sont aussi définies en fonction de leur période radioactive. En effet, chaque isotope radioactif décroît à une certaine vitesse. Par exemple, le césium-137 a une demi-vie de 30 ans, c'est-à-dire que son activité est divisée par 2 tous les 30 ans. Il a donc quasiment disparu au bout de 300 ans. Et attention, parce qu'une demi-vie de 30 ans, c'est ce qui est considéré comme être une vie courte pour les déchets nucléaires. Parce qu'à l'inverse, les déchets à vie longue peuvent avoir des demi-vies de plusieurs centaines, voire des milliers d'années. Ce qui implique d'attendre plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années pour qu'ils retrouvent une radioactivité proche de la radioactivité naturelle. Wouah, mais c'est super long, dis donc! Non mais 100 000 ans pour les déchets nucléaires, mais t'imagines? Parce que si on prend les déchets toxiques classiques, genre, je sais pas, le plomb, le mercure, l'arsenic, et ben eux, ils sont là pour... Ah bah non, ils sont là pour toute l'éternité en fait. Oui, c'est vrai qu'ils décroissent pas. Hein. Ah oui. En pratique, les colis de déchets haute activité vie longue sont produits à partir du recyclage des combustibles usés, et donc ils mélangent des centaines d'isotopes avec des demi-vies très variables. Ainsi, leur toxicité diminue régulièrement. Par exemple, au bout de 300 ans, leur radiotoxicité, c'est-à-dire leur capacité à faire des dégâts dans un organisme vivant, est divisée par 10. Et au bout de 3000 ans, elle est réduite d'un facteur 100. Donc le déchet radioactif ne reste pas ultra dangereux pendant 100 000 ans et puis tout d'un coup plus rien. Non, c'est graduel. Mais pour qu'un déchet atteigne une radioactivité comparable à la radioactivité naturelle, il faut néanmoins attendre ce type de durée. Ok, mais ils sont où tous ces déchets? Ils sont où? L'ANDRA publie un inventaire national de tous les déchets nucléaires présents sur le territoire, disponible en open data sur leur site internet, ainsi que des rapports sur les inventaires nationaux. Oui, c'est public. Mais dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 3 catégories de déchets en particulier. Les faibles et moyennes activités à vie courte, les moyennes activités à vie longue et les hautes activités à vie longue. Commençons
Commençons donc par les faibles et moyennes activités à vie courte. Elles disposent en France d'un site de stockage, le centre de stockage de l'Aube, que nous sommes allés visiter. Les déchets que l'on reçoit au centre de stockage de l'Aube sont destinés à être stockés pour une période de surveillance à minima aujourd'hui de 300 ans. Le principe de stockage est très simple, c'est ce qui permet de garantir la sûreté sur le long terme. On va prendre les déchets, on va les mettre dans des colis métalliques ou en béton. Dans ces colis, nous allons venir mettre du béton pour garantir la résistance mécanique, mais également bloquer les radionucléides. Ces colis remplis de béton, on va venir les mettre dans un ouvrage en béton, des ouvrages de 25 mètres de côté, 8 mètres de haut, qu'on va également remplir de béton ou de gravier. Et à l'issue de l'opération de remplissage, à terme, nous allons venir apposer une couverture définitive qui va permettre de garantir la sûreté sur le long terme. Ici, on est autorisé à stocker jusqu'à 1 million de mètres cubes de colis de déchets radioactifs. Bien évidemment, on a un programme de surveillance. Chaque année, on va faire différents prélèvements dans l'air, l'eau, le lait, les salades, et on va analyser les échantillons. Et ça nous permet de vérifier que nous ne détectons pas d'impact lié à notre activité dans notre environnement. Les déchets stockés ici représentent plus de la moitié des déchets nucléaires français en volume, mais par contre environ 0,1% de la radioactivité. Alors attendez, parce que surveiller ces déchets sur quelques siècles, admettons, mais pour ceux qui durent plusieurs centaines de milliers d'années, là c'est une autre histoire, hein. Attends une petite minute, je me dis, ces déchets hautement toxiques, pourquoi on ne les enverrait pas tout simplement dans l'espace? Si on prend l'inventaire de déchets hautes activités vie longue déjà produits, il y a déjà 4500 mètres cubes, soit environ 13 000 tonnes. Sachant qu'une fusée Ariane 6 a la capacité d'envoyer 10 tonnes en orbite basse, il faudrait à peu près 1300 fusées. Mais là, on ne parle que des déchets haute activité. Et oui, il faut pas oublier les moyennes activités à vie longue. Il y en a juste 10 fois plus. Ce qui nous fait une bagatelle de 15 000 fusées. Sachant qu'environ 1% des lancements de fusées rencontrent des petits problèmes. Donc si je calcule ça pour les déchets haute activité, ça nous ferait environ une dizaine de feux d'artifice avec pluie de déchets radioactifs. C'est même pas une calculette, en plus c'est une télécommande, donc c'est encore plus fou. Mais bon, si on met ça de côté et qu'on ne regarde que les déchets qu'on a réussi à envoyer dans l'espace, eh bien ils ne sont que dans l'espace à ce stade-là. Hein, ils ne font que tourner autour de la Terre. Et donc au bout d'un moment, comme beaucoup d'autres satellites, ils retombent. Pour les envoyer encore plus loin, il faudrait encore plus de fusées, des fusées encore plus grosses. Et ouais, ce qui va augmenter encore plus le risque de feux d'artifice radioactifs. Et admettons qu'ils arrivent à quitter l'orbite terrestre, ils se baladeraient dans le système solaire et au bout de quelques centaines ou milliers d'années, ça retomberait peut-être sur la Lune, sur Mars, ou ça pourrait bien aussi tout simplement retomber sur Terre. Tout ceci est d'ailleurs très bien expliqué dans la vidéo de l'excellente chaîne dans cette excellente chaîne que je vous mets dans les sources en description. Mais donc non, pour toutes ces raisons et bien d'autres, il y a un consensus international sur le fait que le meilleur endroit où stocker ces déchets, ce n'est pas dans l'espace, mais bien sous nos pieds. Tout d'abord, il faut bien faire la distinction entre l'entreposage, c'est-à-dire le fait de garder des déchets nucléaires provisoirement quelque part, par exemple là où il a été produit,
et le stockage, qui est l'endroit où ils seront définitivement stockés pour le très long terme. Et donc aujourd'hui, les déchets de moyenne et haute activité vie longue n'ont pas de solution opérationnelle de stockage en France. Ça veut dire qu'on sait où mettre les déchets en attendant, mais qu'il n'y a pas encore de décision sur le stockage à très long terme. Il représente un volume de déchets limité, mais qui concentre l'essentiel de la radioactivité. Les HAVL, typiquement, correspondent à 0,2% du volume des déchets radioactifs, mais concentrent plus de 97% de la radioactivité. Ils sont actuellement entreposés à l'usine Orano de La Hague et au centre CEA de Marcoule. Mais il y a un site en cours d'étude qui est le projet CIGEO. L'État français a retenu la stratégie du stockage géologique profond, c'est-à-dire l'enfouissement des déchets sous la terre pour les isoler le temps que la radioactivité diminue. Et donc, pour étudier la faisabilité de ce projet, l'ANDRA a construit un laboratoire de recherche à Bure, laboratoire que nous sommes allés visiter. Et c'est bien un laboratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets nucléaires sur place. Et d'ailleurs, il n'y en aura même jamais. Mais si le projet CIGEO est construit, ce sera juste à côté, dans la même couche géologique. Ces déchets, d'où viennent-ils? C'est du combustible usé qui a été retraité à l'usine de La Hague par Orano. Donc les produits de fission, les actinides qui ne sont pas des matières valorisables dans le combustible usé, c'est ce qui fait le plus gros des déchets de haute activité. Et puis vous avez sur les déchets de moyenne activité vie longue, tous les coques et embouts qui sont compactés et qui sont mis dans des colis en inox. Donc ce sont les déchets vitrifiés faits au niveau de l'usine de La Hague et les coques et embouts compactés, et tous deux sont mis dans des colis en inox. Alors premièrement, pour éviter que les déchets remontent en surface, le concept consiste à réaliser un stockage à 500 mètres de profondeur. Alors pourquoi 500 mètres? C'est parce qu'on sait que avec des variations climatiques en surface, que ce soit des périodes très chaudes ou des périodes très froides, on ne va pas dépasser sur la durée de vie de ces déchets, qui est de plusieurs centaines de milliers d'années, 200 mètres d'érosion. Donc déjà de se mettre en profondeur, ça va protéger l'homme et l'environnement sur la durée de vie de ces déchets. Ça protège aussi le fait de se mettre en profondeur des attaques humaines. Donc les déchets, le fait qu'ils soient à 500 mètres, sont vraiment protégés de tout impact de la surface. Ensuite, on a choisi une roche, l'argilite du Calo-Vauxfordien. Alors Calo-Vauxfordien, ça veut dire 160 millions d'années. Cette argile, elle a la propriété de confiner la radioactivité. Ça veut dire que les éléments radioactifs, une fois qu'ils auront traversé différentes barrières, que sont les colis, les structures du stockage, pourraient se retrouver au contact de la roche, et que la roche, sur le très très long terme, va assurer ce qu'on appelle la sûreté du stockage sur des très longues périodes de temps. Donc ça va être une sûreté passive opérée par la roche, et donc les éléments radioactifs vont migrer très très lentement dans cette roche, et pour d'autres éléments ils vont carrément être piégés dans la structure, donc ce qui fait que pour remonter en surface, ça va prendre un temps très important. Pour les éléments les plus mobiles, les modèles donnent des temps de 500 000 ans pour remonter en surface. Et du fait de la décroissance radioactive, la nocivité de ces déchets va perdre de son impact avec le temps. Donc ce sont les barrières à la fois géologiques, de stockage, qui vont limiter la migration, et surtout la roche sur le très long terme. Ici, on est dans le puits principal, donc on va descendre à peu près 2 mètres secondes, ce qui est la vitesse d'un ascenseur d'immeuble classique. Et on descend à quelle profondeur? Jusqu'à moins 490, en plein milieu de la couche de roche qui nous intéresse, donc la couche d'argile. La couche géologique étudiée est une argile. Alors on a souvent l'image que l'argile c'est mou, mais cette argile-là, après 160 millions d'années sous terre, c'est extrêmement solide et c'est dur comme de la pierre.
Alors il faut savoir que la croûte terrestre est divisée en étages, c'est-à-dire qu'il y a différents matériaux au niveau du sol selon l'époque dans laquelle ces matériaux ont été créés. Quand je dis créés, c'est par exemple pour le Jurassique, eh bien, il y a des roches sédimentaires qui se sont formées par exemple dans l'océan, voilà, des sédiments qui tombent, qui se déposent au fond et qui au fur et à mesure font une couche d'argile. Et là, par exemple, le projet est d'enfermer les déchets radioactifs directement dans l'argile du Jurassique. C'est ici qu'ils ont pu mesurer les propriétés de la roche. En particulier, ils ont mis quelques traceurs radioactifs et ils ont mesuré la vitesse à laquelle ils se déplaçaient. Ils ont évalué qu'il fallait environ 100 000 ans pour qu'une goutte d'eau fasse 1 mètre. Donc si on prend à l'échelle d'une vie, disons 100 ans, ça représente 1 millimètre. Et donc ici, ils testent différentes techniques pour creuser la roche et ils étudient différents moyens pour faire des parois de soutènement. Parfois avec une armature métallique ou du béton projeté, parfois avec des blocs de béton préfabriqués, et ils mesurent à chaque fois comment ça évolue dans le temps. Sur l'ensemble du laboratoire, ils ont 2350 mètres de galerie, 30 000 points de mesure, et ça représente plus de 4 millions de données enregistrées par jour. Un enseignement du laboratoire, c'est qu'après avoir creusé une galerie, on observe que les murs se déforment sous l'effet de contraintes. Pour une galerie d'environ 6 mètres, ça peut représenter une réduction du diamètre de la galerie d'une dizaine de centimètres durant la première année après son creusement. Au-delà d'un an, ça continue mais de façon beaucoup plus lente. Du coup, pour accompagner cette déformation, ils testent différentes techniques, en mettant notamment des matériaux compressibles entre la roche et les parois en béton de la galerie. Ça, typiquement, c'est de l'argile extraite ici, qui a été cuite pour faire des petits cylindres. Cela fait un milieu qui est solide, mais qui en même temps peut s'écraser pour accompagner la déformation de la galerie. Autre enseignement issu des recherches de ce laboratoire, c'est qu'après le creusement d'une galerie, l'argile se fissure sur plusieurs mètres autour de la galerie, et perd donc ses propriétés de confinement. Néanmoins, il reste encore plusieurs dizaines de mètres d'argile intacte au-dessus pour retenir les déchets. Et aussi la façon dont l'argile se fissure dépend de la direction de la galerie. En effet, dans cette région de la France, le sol est sous contrainte du fait de la poussée des Alpes. Quoi ? Des Alpes ? Mais les Alpes, c'est à plus de 200 km. Alors oui, mais la tectonique des plaques, ça pousse très fort. À tel point que cette contrainte des Alpes a plus d'impact sur la déformation de la galerie que les 500 mètres de roche au-dessus. Et du coup, quand la galerie est perpendiculaire à la contrainte principale des Alpes, les fissures sont surtout au-dessus et en dessous. Et donc ça réduit l'épaisseur d'argile qui isole le déchet, ce qui est pas ouf. Mais au contraire, si la galerie est parallèle à la contrainte, les fissures sont surtout horizontales, ce qui est beaucoup mieux. C'est pour ça que dans le projet CIGEO, toutes les galeries qui accueilleraient des déchets seraient construites parallèles à la contrainte direction les Alpes. Pour stocker tous les déchets MA et HAVL français, il faudrait une installation gigantesque avec plus de 250 km de galeries souterraines. 250 km, ce qui représente 6 marathons. Si vous faites du marathon et que vous savez ce que ça représente un marathon, ça peut peut-être vous aider, sinon ça ne vous a pas plus avancé que ça. Et la taille des galeries dépend des déchets qu'elles accueillent. Les déchets MAVL seraient stockés dans ces galeries de 8 mètres de diamètre au sein de grands cubes en béton, comme on peut le voir ici. L'autre type de déchets qui seraient stockés ici, ce sont les HAVL. Haute activité vie longue. Eux, ils seraient stockés dans des fûts de ce type, avec ces alvéoles de petit diamètre, mais qui feraient 150 mètres de long. Pour tester la fabrication et le comportement de ces alvéoles, l'Andra en a construit une vingtaine dans le laboratoire de Bure et continue de les analyser. Oh là, elle est compliquée ton histoire là, non. Oh attends, si, je sais, on les envoie dans un volcan. Beaucoup plus simple, non ? Alors oui, on pourrait faire ça, mais dans le meilleur des cas, on pourrait juste avoir des coulées de lave radioactive, ou dans le pire des cas, avoir des nuages de cendres radioactives, ce qui contaminerait l'environnement, donc non, du coup. Oh.
Le futur site de Cigéo a justement été choisi dans une zone sans activité sismique importante ni activité volcanique, pour éviter justement ce type de problème. Et la géologie, qui est une science du temps long, indique que ça va le rester au moins pendant un petit million d'années. Oui, mais s'il y a un problème, alors pas forcément un volcan, mais si le site est moins étanche que ce qu'on pensait, ou que, je sais pas, on a une meilleure solution pour gérer les déchets. Et là, tu vois, ça c'est une excellente question. Un aspect particulièrement important du projet Cigéo, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. La réversibilité, c'est la capacité à pouvoir ressortir les colis si nécessaire. Lors du débat citoyen de 2006, cette exigence a justement été demandée par la société civile, ce qui a conduit le Parlement à inscrire dans la loi de 2006 une exigence de réversibilité. L'ANDRA prévoit donc des dispositions pour pouvoir récupérer les colis si nécessaire. Il est également prévu de refermer et remblayer les galeries que progressivement pour se laisser du temps pour récupérer les déchets si besoin. Tu penses vraiment que dans 100 ans, il y en a qui vont aller s'amuser, aller rechercher des déchets nucléaires? Tu peux tirer par les épingles ça, non? Alors, bien évidemment, une fois que le site sera refermé, les colis en acier, les galeries en béton vont progressivement se dégrader en quelques centaines ou milliers d'années. Et le verre dans lequel est coulée la matière nucléaire va tenir quelques dizaines de milliers d'années. Donc, sur le très long terme, c'est la couche géologique d'argile qui va assurer le confinement. Et oui, parce qu'elle s'est formée il y a 160 millions d'années, et il faut simplement qu'elle tienne quelques centaines de milliers d'années de plus. Attendez, 160 millions d'années? Mais ça veut dire que cette argile vient du Mésozoïque. Alors du coup, de ce que j'ai compris, c'est que l'argile ici a 160 millions d'années à peu près. Ça. Donc c'est plein Jurassique concrètement. Oui. Du coup, ça veut dire qu'on a trouvé des fossiles. Ah, bien entendu, puisque comme c'est une roche sédimentaire, il faut s'imaginer il y a 160 millions d'années, ici une mer qui faisait une centaine de mètres de profondeur, environnement très calme. Donc on trouve toute la faune existante dans ce genre de milieu, des ammonites, des bélemnites, des griffés, donc des huîtres, également des terriers de vers marins, des crinoïdes. Et des dinosaures, j'imagine. Ah, dinosaures, attention. Reptiles marins. Bon, c'est bon, c'était un test. Mais du coup, ça en est où tout ça? Là, il y a un laboratoire de recherche, d'accord, mais quand est-ce que ça commencerait vraiment en Cigéo? L'ANDRA a déposé la demande d'autorisation de création du centre de stockage Cigéo en janvier 2023 à l'autorité de sûreté nucléaire. Elle a été expertisée de façon indépendante par les experts de l'IRSN qui ont rendu 3 rapports publics portant sur son impact environnemental, sa sûreté en exploitation et à très long terme. D'ailleurs, tout est en ligne ici et si vous voulez lire ces rapports, je vous les mets en description. Concernant sa sûreté pendant la phase d'exploitation, l'IRSN conclut par exemple que la démonstration de la maîtrise des risques pendant la phase d'exploitation de Cigéo a atteint le niveau de maturité requis au stade d'un DAC. Un DAC, ça veut dire demande d'autorisation de création. Ils ont regardé en particulier les risques internes d'origine nucléaire, les risques d'inondation, d'incendie et de manutention. Un sujet traité par exemple a été la gestion des déchets MAVL bitumés. Comme le nom l'indique, ce sont des déchets qui ont été coulés dans des boues bitumées. Et le problème, c'est qu'ils représentaient un risque d'incendie. L'ANDRA a fourni une démonstration de la maîtrise de ce risque, mais l'IRSN a demandé des compléments de démonstration et l'ANDRA a dû prendre des engagements d'études supplémentaires. L'ANDRA étudie également ce qui pourrait se passer en cas de chute de colis lors de leur manutention par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en surface, il y aura tout un site de réception des colis de déchets et de conditionnement avant de les descendre. Alors ici, nous avons tout un tas de maquettes qui sont censées représenter le centre de stockage de déchets nucléaires, parce que bien évidemment, le site n'a pas encore été construit, il est en projet, et donc ça nous permet de nous représenter un petit peu comment ça va se passer, à quoi ça va ressembler. Et comme ces colis sont extrêmement radioactifs, cet atelier serait entièrement robotisé. Aucune présence humaine quand il y a un colis de déchets. Mais dis-moi, Jamy, comment les déchets vont-ils descendre à 500 mètres sous terre? C'est très profond. Eh ben c'est très simple, Fred. Regarde, les déchets vont tout simplement prendre un funiculaire. Donc dès la phase de conception, on fait la liste de l'ensemble des scénarios catastrophes en quelque sorte qui pourraient arriver.
Pour pouvoir réduire, voire carrément éliminer ces risques, quand c'est possible, et si c'est pas possible de les éliminer complètement, d'avoir des dispositions qui permettent de les limiter. Des dispositifs de détection d'incendie, de vidéosurveillance, des capteurs qui vont pouvoir déterminer des mouvements de terrain, enfin il y en a toute une liste. Donc une détection au plus tôt, des systèmes qui permettront d'éteindre cet incendie au plus tôt, et après la vérification que là où il y aura eu un incendie, la zone est apte à recevoir des colis. Donc concernant la gestion de l'hydrogène, puisque certains colis de déchets, en particulier les colis MAVL, peuvent produire de l'hydrogène, les alvéoles de stockage sont prévus d'être ventilés pour que cet hydrogène soit évacué des alvéoles de stockage et qu'il n'y ait pas de risque d'explosion dans ces galeries. Alors s'il y a une coupure de courant, comme pour toute installation nucléaire de base, comme toute centrale nucléaire, il y a des dispositifs qui vont prendre le relais. Donc on a des groupes électrogènes qui pourront faire ça. D'ailleurs, vous avez visité le laboratoire ce matin, et de la même façon, à 500 mètres sous terre, quand on a une coupure de courant, on a des groupes électrogènes qui prennent le relais. Et on a aussi une double alimentation. On est à la limite de 2 départements, la Meuse et la Haute-Marne. Donc on a une alimentation par la Meuse et une autre par la Haute-Marne. Donc l'idée c'est d'avoir une redondance sur l'ensemble des systèmes. Quand bien même s'il y avait un blackout complet, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'alimentation électrique, que les groupes ne fonctionnent pas, tout s'arrête et se met en sécurité. Donc le stockage peut rester quelques heures sans être ventilé, voire quelques jours. Et donc après on remettra en route les ventilations, etc. Mais un des aspects les plus fous sur ce projet, c'est l'échelle des temps. Pour vous donner une idée, l'ANDRA a demandé l'autorisation de création en 2023. Il sera peut-être autorisé d'ici quelques années. Et ensuite, il y aurait une première phase de creusement des galeries, d'études et d'essais complémentaires. Cette première phase industrielle pilote durait environ 25 ans avant de recevoir les premiers déchets radioactifs MAVL, avant une nouvelle phase de test de 5 ou 10 ans, pour enfin demander l'autorisation de mise en service complète à l'autorité de sûreté nucléaire. 2050 ? Oui, et pour les HAVL, c'est encore plus long. En effet, ils sont tellement radioactifs que lorsqu'ils sont produits, ils chauffent beaucoup. Environ 2 kW par colis au début, c'est-à-dire 2 bons radiateurs. Sauf que à 500 mètres sous terre, il n'y a pas beaucoup de courant d'air pour évacuer cette chaleur. Pour éviter que la température ne monte trop et ne dégrade les propriétés de l'argile, ces colis doivent être espacés et surtout il est prévu de les laisser décroître pendant plus de 60 ans avant de les amener à CIGEO, pour que leur puissance ne soit plus que de l'ordre d'un demi-kilowatt. Donc ça veut dire que le premier colis de déchets HAVL est prévu d'arriver à CIGEO après 2080. Ah, je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Ah, moi, de mon temps, on en parlait déjà, vous savez, les fameux premiers colis HAVL. Excusez-moi, énormément d'émotions, de souvenirs. Papa, maman et papa, ma mère et mon père. Donc si je récapitule, on a une mise en service en 2050, les premiers déchets HAVL en 2080, et ensuite toute une phase de remplissage progressif du site, zone par zone, avant le début de la fermeture progressive autour de 2150 à peu près. Fermeture qui prendrait elle-même autour d'une bonne vingtaine d'années. Vu la dangerosité de ces déchets, on préfère faire les choses doucement mais sûrement. Oui d'accord, mais enfin bon, ça veut pas dire grand chose des dates comme ça là. Je sais même pas ce que je fais en 2150. C'est sûr que c'est un des principaux inconvénients du nucléaire. Ça nécessite une grande stabilité de ce projet sur des temps très très longs.
Donc il est prévu de mettre ces déchets à 500 mètres sous terre, mais il est aussi prévu de refermer le stockage pour justement éviter tout problème d'intrusion et que la roche assure sur le long terme la sûreté passive du stockage. Donc le stockage sera refermé de façon progressive. Donc on va d'abord refermer des alvéoles, puis ensuite des galeries de liaison et à la fin refermer la descendrie qui permettait aussi d'apporter des colis en amont et les puits. Et donc il est prévu d'avoir ce qu'on appelle des remblais, donc ça va être un mélange entre de l'argile et du sable, et à des endroits plus stratégiques, il est prévu aussi d'avoir ce qu'on appelle des scellements avec des noyaux de bentonite, donc c'est aussi de l'argile, mais c'est une argile qui a la propriété de concentrer des minéraux gonflants, donc ça veut dire qu'au contact de l'eau, cette argile va s'expanser et va bien refermer tous les vides qu'on a pu créer au moment de la construction du stockage où on aura endommagé la roche en la construisant. Et tout ça va faire que le stockage va être fermé et il n'y aura plus possibilité d'avoir des infiltrations d'eau depuis la surface jusqu'à 500 mètres sous terre. L'Andra travaille beaucoup, alors en interne mais aussi avec des parties prenantes pour conserver la mémoire de ce stockage sur des durées de temps les plus importantes possibles. On a déjà des centres en fonctionnement, donc on copie déjà ce qui est fait sur ces centres-là, donc c'est-à-dire d'avoir des archives à plusieurs endroits, d'avoir une copie aux archives de France, de travailler sur du papier permanent, mais tout ça a aussi ses limites. Donc on réfléchit à des supports différents. Donc on travaille par exemple sur des disques en saphir, donc là on sait que le disque en saphir, il a une durée de vie beaucoup plus longue que le papier. Est-ce qu'on met que de l'écrit? Est-ce qu'on met des dessins? Est-ce qu'on met du son? Donc ça aussi, ce qui ressort des études, c'est de mettre un maximum de choses, des supports diversifiés, des modes de communication diversifiés pour pouvoir garder la mémoire le plus longtemps possible. Et vous allez me dire, et combien même, si on l'oublie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, puisque justement, le principe de stockage géologique en couche profonde, c'est que ça soit la roche qui assure la sûreté passive du stockage sur le très très long terme. Donc sûreté passive, ça veut dire que même si on ne fait rien, la roche, du fait qu'on l'a étudiée et qu'on sait ce qui s'est passé depuis 160 millions d'années au moment où elle s'est déposée, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc si on oublie la mémoire, malgré tous nos efforts, d'un point de vue sûreté, il n'y aura pas d'impact ni pour l'homme ni pour l'environnement. La sûreté du site de stockage, une fois refermé, a également été analysée par l'ASNR, qui est donc la nouvelle autorité de sûreté nucléaire qui regroupe l'ancienne ASN et l'IRSN. Le rapport d'expertise technique conclut que la démonstration de sûreté de CIGEO après sa fermeture a atteint le niveau de maturité requis au stade d'une demande d'autorisation de création d'un stockage. L'évaluation du scénario d'évolution normale du stockage montre une bonne capacité de confinement du système de stockage. En gros, si tout se passe comme prévu, ils évaluent qu'il n'y a pas de rejet radioactif en surface pendant environ 100 000 ans, et qu'au pire moment, c'est-à-dire dans 600 000 ans, l'impact des rejets évalués représenterait 1000 fois moins que la radioactivité naturelle. Et au pire, s'ils considèrent des hypothèses pénalisantes, ce serait 10 fois plus faible que la radioactivité naturelle, donc ça va, en gros ça va. Les études évaluent également ce qui pourrait se passer en cas de présence de failles géologiques non détectées ou d'intrusion humaine involontaire. Genre des types dans 500 ans qui décident de creuser pile au-dessus du site. Voilà, des mecs qui cherchaient des ammonites ou des fraises des bois, on ne sait pas. Et l'ASNR conclut que les rejets radioactifs seraient plus élevés sans pour autant être inacceptables au regard de la très faible vraisemblance des scénarios retenus et de la sévérité des hypothèses qui les fondent. L'ASNR a néanmoins demandé des compléments et des consolidations sur certains points. Ceci concerne notamment la sûreté du stockage des déchets bitumés, de la fermeture des alvéoles MAVL et de l'exploitation des alvéoles HA, les dispositions de surveillance des ouvrages pendant la phase d'exploitation, ainsi que les scellements. L'Andra devra donc y répondre avant de pouvoir recevoir son premier colis radioactif. Ce qu'il faut voir aussi en France, c'est qu'il y a 57 réacteurs nucléaires et il y a un seul centre de stockage des déchets nucléaires du combustible à vie longue, ce qui permet de mutualiser, il n'y a qu'un seul site, alors que si tu prends par exemple la Slovénie, ça fait la taille d'un département français, et ils ont un demi-réacteur nucléaire et ils doivent se gérer... Un demi-réacteur. Oui. Ils ont coupé un réacteur en deux, ils ont dit tiens,
Ça, c'est bien. Et absolument, ils ont exactement la moitié de la centrale, la moitié du cœur, ils ont un générateur de vapeur sur les deux, ils ont la moitié de l'enceinte. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont construit le réacteur, c'est la Yougoslavie qui a commencé à lancer la construction du réacteur, puis il y a eu la guerre civile et la Yougoslavie s'est séparée en plusieurs pays, et dont la Slovénie et la Croatie, et du coup ils ont fini par trouver un accord où en fait ce réacteur nucléaire-là est exploité à moitié par les Slovènes, à moitié par les Croates, et chacun récupère la moitié de l'électricité, et chacun récupère la moitié de ses déchets nucléaires. Et donc, à l'échelle de la Slovénie, donc encore une fois, c'est la superficie d'un département français, ils doivent se gérer de créer un site de stockage de déchets radioactifs Vilong, comme le nôtre, comme il y a en France pour la moitié d'un réacteur nucléaire. Alors qu'en France, il y a un site pour les 57 réacteurs. À l'international, la Suède et la Finlande sont en train de construire leur site de stockage géologique. La Finlande est particulièrement avancée et pourrait avoir l'autorisation de recevoir des colis très prochainement. Au Canada et en Suisse, il y a un site de retenue et une procédure en cours pour la création du stockage. Et ailleurs, c'est plus ou moins bien avancé, mais globalement, on est encore très loin d'être prêt. Mais qu'est-ce qui se passe ? Depuis son lancement, le projet Cigéo a fait l'objet d'une opposition importante. Un des points culminants a notamment été l'occupation du site de Bois-le-Juc entre 2016 et 2018 par des opposants au projet. Et cette opposition est toujours très active. C'est trop dangereux, trop d'incertitudes. On peut pas garantir qu'on pourra gérer les déchets pendant 150 ans et qu'ensuite ce sera sûr pendant 100 000 ans après. Ok, admettons. Et vous proposez quoi du coup ? Mais c'est très simple. Il ne faut pas qu'il y ait de déchets nucléaires. Il faut qu'on arrête les réacteurs pour qu'il n'y ait plus de déchets nucléaires. Alors aujourd'hui, il y a plus de 40% des colis de déchets HAVL qui ont déjà été produits. Donc qu'est-ce qu'on fait d'eux ? C'est pas la question. Il ne faut pas qu'il y ait de déchets, hein ? J'ai raison. Pas de déchets. Dans les mouvements d'opposition au stockage géologique profond, il y a plusieurs réponses à cette question. S'ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut à tout prix arrêter les réacteurs nucléaires et ne plus jamais produire de déchets nucléaires. Voilà. Mais dès qu'il s'agit de savoir quoi faire avec les déchets déjà existants, c'est beaucoup moins clair. Par exemple, la charte du réseau Sortir du nucléaire dit bien qu'il faut arrêter le projet d'enfouissement des déchets radioactifs, mais ne propose aucune solution alternative. Certains expliquent que les déchets nucléaires ne sont pas un problème technique et qu'il ne faut donc pas confier ce sujet à des ingénieurs. Bah oui, l'enjeu c'est qu'il n'y ait plus de déchets nucléaires, voilà. Une autre alternative, ce serait de traiter ces déchets pour réduire leur toxicité. Et ça s'appelle la transmutation. La transmutation, ça consiste à casser les atomes radioactifs à vie longue pour réduire la toxicité totale des déchets. Ah, ça c'est pas mal, ouais. Non à Cigéo, vive la transmutation. Non à Cigéo, vive la transmutation. Non, suivez-moi. Cigéo, vive la transmutation. Le problème, c'est que ça ne traite que certains déchets. Par exemple, les MAVL, eux, il faudra toujours les gérer. Et puis, ça nécessite de faire beaucoup de manipulations et de transport sur des déchets nucléaires très radioactifs pour n'en détruire qu'une petite partie. Et donc, à cause des MAVL, des 40% de colis HAVL qui sont déjà produits et de la partie qui n'est pas détruite par la transmutation, quoi qu'il arrive, il faudrait quand même une solution de stockage géologique profond, comme Cigéo. Du coup, la transmutation, ça permettrait à la limite de réduire la quantité de déchets et donc la taille du site, mais ça ne changerait rien au problème de fond. Mais surtout, pour détruire des déchets nucléaires, ça se fait dans des réacteurs nucléaires. Et pas des réacteurs nucléaires classiques, des réacteurs de nouvelle génération, des réacteurs à sodium comme Superphénix ou autres. Tiens, je vais te mettre un centre de stockage géologique de déchets nucléaires. Ici. Quoi ? Non, c'est hors de question. Je bloque le projet. Ok. Tu sais quoi ? Je reprends mon centre de stockage géologique de déchets nucléaires et je le remets au même endroit, mais plus petit. Et je vais construire 4 réacteurs nucléaires par-dessus pour réduire la toxicité des déchets. Et du coup, cette option, vous l'imaginez, n'est pas forcément très appréciée dans les mouvements anti-nucléaires, comme en atteste le site de Sortir du nucléaire. Oh, écoute, sinon ce qu'on fait, c'est qu'on prend les déchets, on les emmène loin des côtes et on les laisse couler au fond des océans.
là où les embruns appellent les vieux marins à mourir, là où chantent les sirènes, chantent les sardines, chantent les sardines. Alors tu rigoles, mais est-ce que tu sais qu'il y a des études très sérieuses sur les alternatives que tu proposes? Et oui, l'espace, le pôle sud, le fond marin, il y a même un rapport de l'IRSN qui fait une synthèse de toutes ces options. Ah bah tu vois, je dis pas que des conneries. Je dis pas que des conneries. Alors oui, mais le rapport souligne que toutes ces voies ont été abandonnées, et en réalité la seule alternative au stockage profond, avec ou sans transmutation, et qui est justement l'option la plus mise en avant par les opposants à CIGEO, c'est l'anthroposage. C'est ce qu'expliquait par exemple très bien Michel Rivasi, eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts, sur sa chaîne YouTube. On ne sait toujours pas d'ailleurs quel type de déchets on va enfouir, et on voit très bien que c'est une façon de dire, vous voyez tous ces déchets radioactifs qui s'accumulent, on va les enfouir à 500 mètres de profondeur, au bout de 150 ans, on rebouche et on ne les verra plus. Donc pour nous, c'est une irresponsabilité vis-à-vis des générations futures. Il vaut mieux stocker les déchets en surface ou en subsurface et les contrôler en continu. Ce qui fait qu'on va transmettre le relais aux générations futures pour leur dire, attention, il y a des déchets radioactifs, ça peut fuir, ça peut exploser, etc. Et on peut les gérer. C'est également l'option qui est mise en avant sur le site de Greenpeace. Le principe, c'est de protéger et surveiller les déchets nucléaires en surface près des réacteurs nucléaires pendant 400 à 500 ans pour que nos descendants les gèrent. Oui, parce que le stockage géologique, c'est vraiment une solution à très court terme pour cacher les déchets radioactifs et les oublier finalement. En fait, cette solution, c'est laisser tout le poids aux générations futures. Quand le site sera fermé, ce sera super compliqué pour nos descendants d'aller chercher les déchets pour les gérer de façon responsable. Eh ouais. Attendez, mais est-ce que ce serait pas plutôt l'anthroposage qui reviendrait à laisser tout le poids de ces déchets aux générations futures? Parce que déjà que c'est pas évident de savoir si dans 150 ans on aura encore le tissu économique et industriel pour mener à bien la fin de CIGEO, vous êtes vraiment sûr que dans 500 ans l'humanité aura encore la technologie et les moyens de les gérer correctement? S'ils n'ont pas déjà oublié à ce moment-là. Si facile d'oublier des choses évidentes. Alors, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, ces déchets existent déjà. Et il faut trouver un moyen de les gérer durablement pour protéger les générations futures. Pour les déchets de faible activité à vie courte, il y a un centre de stockage en fonctionnement que nous avons visité. Pour les déchets de moyenne et haute activité vie longue, il y a un consensus international sur le choix du stockage géologique profond. Et la France propose le projet CIGEO. C'est un projet complexe avec de multiples dimensions dont nous n'avons pas eu le temps de faire le tour pendant cette vidéo. Nous espérons juste que vous avez appris quelque chose dans cette visite avec nous, et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les liens en description. Il y a énormément de ressources sur le site de l'ANDRA, et les rapports de l'IRSN et de l'ASNR sont très complets. Et sincèrement, je vous le dis, je ne pensais pas qu'autant d'éléments étaient publics avant de réaliser cette vidéo. L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et le gouvernement français vont devoir prendre dans les années qui viennent une décision d'autoriser ou non le projet CIGEO. C'est une décision importante qui engage la France pour au moins 150 ans dans une solution qui n'est pas parfaite, mais qui, selon les experts du domaine, semble réalisable et robuste. Attention, peut-être que dans un siècle, nos descendants se diront qu'ils n'auraient pas du tout fait comme ça. Mais ne pas prendre de décision ou abandonner le projet, c'est aussi repousser le problème aux générations futures. Parce que peut-être qu'ils feraient mieux, mais peut-être pas. Pour le coup, eux seuls pourront juger. Mais dans tous les cas, il faudra faire quelque chose pour nous protéger de ces déchets pour quelques centaines de milliers d'années. La FIS et moi-même précisons que, bien évidemment, nous n'avons pas reçu d'argent de la part de l'ANDRA pour faire cette vidéo. Vidéo qui a été réalisée de façon indépendante. Néanmoins, nous remercions l'ANDRA de nous avoir permis de visiter et de filmer dans leurs installations et de nous avoir autorisé à utiliser certaines de leurs images. Mais hormis les interviews du personnel de l'ANDRA, la vidéo a été écrite par la FIS et n'engage pas l'ANDRA. Je vous signale au passage que le numéro 324 de la revue de la FIS Science et Pseudosciences parle justement de la gestion des déchets nucléaires de façon très complémentaire à cette vidéo, et elle est accessible gratuitement en ligne sur le site internet de la FIS ou sur l'application AFIS Science. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et je rappelle que je ne suis pas l'auteur de la vidéo, je ne fais que la présenter, mais j'espère en tout cas que je l'ai bien fait. Merci à tous et à très bientôt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS, Sciences et Pseudosciences, en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.